Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, notre mission, ça va être de nous attaquer à un sujet assez, bien disons-le, assez massif. Ouais, un vrai défi intellectuel. Bah oui, parce qu'on va aborder l'une des questions les plus vastes et honnêtement les plus frustrantes de l'humanité. À savoir, pourquoi on est fondamentalement incapable de vivre en paix. C'est ça, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres d'ailleurs. Tout à fait. Et pour explorer ça, on a une matière première qui est vraiment unique et incroyablement dense. Fascinante même. Oui, fascinante. Il s'agit en fait d'un extrait d'une conférence. Une conférence qui a été donnée à Amsterdam le 10 mai 1969. Par le philosophe Jiddu Krishnamurti. Exactement. Et c'est un texte qu'on retrouve dans l'ouvrage intitulé Le vol de l'aigle. Un classique. Donc, l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est d'extraire la substantifique moelle de cette réflexion, sans surcharger d'informations. On va essayer d'aller à l'essentiel. Voilà, on veut offrir un raccourci direct vers une compréhension profonde des mécanismes de notre propre esprit. Les mécanismes du conflit intérieur, de la peur. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que l'auteur met tout de suite le doigt sur un paradoxe qui est absolument frappant. Ah oui, le contraste entre notre développement intellectuel et psychologique. C'est quand même fou quand on y pense. L'être humain est d'une sophistication inouïe. On a construit des civilisations hyper complexes. Ouais, on est entouré de bibliothèques entières écrites par des intellectuels brillants, des théologiens, des experts. On a survécu à des siècles de drames, on a inventé des choses incroyables. Et pourtant, face à notre propre souffrance psychologique, On a l'impression d'être toujours à l'âge de pierre. mais carrément, on s'assoit et on attend bêtement que quelqu'un vienne nous donner la fameuse clé. La solution miracle. On scrolle sur nos téléphones pour trouver une nouvelle application de méditation, un coach de vie ou je ne sais quelle méthode en 5 étapes pour arrêter de stresser. Et ce qui est amusant ou tragique, c'est qu'en 69, le public d'Amsterdam cherchait exactement la même chose. La même pilule magique. C'est ça. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que l'orateur refuse catégoriquement de la donner, cette pilule. Il ne va pas du tout dans le sens de l'auditoire, hein. Pas du tout. Il ne fournit absolument pas ce que la société, surtout notre société actuelle, obsédée par l'optimisation personnelle, attend de lui. Du coup, il propose quoi? Eh bien, la conférence remet carrément en question la notion même de l'effort. De l'effort psychologique. Exactement. Ce n'est pas une énième méthode de développement personnel avec des cases à cocher sur un carnet. D'accord. Le but, c'est vraiment de disséquer comment fonctionnent nos propres contradictions. Le postulat est clair. On fait complètement fausse route en cherchant à s'améliorer par la lutte. Donc on arrêterait de lutter contre soi-même. C'est l'idée radicale qu'il avance. Il propose d'envisager une existence qui serait totalement dépourvue d'efforts et de conflits intérieurs. C'est une remise en question totale de notre conditionnement de base, en fait. Absolument. Ce conditionnement qui nous murmure en permanence que le changement positif ne s'obtient que dans la douleur. La discipline de faire, la bataille contre soi-même. Voilà. Attends, là je me fais l'avocate du diable une seconde. Parce que c'est la première réaction qu'on a. Si on arrête de faire des efforts, est-ce qu'on ne devient pas juste, paresseux? C'est la critique évidente. Est-ce qu'on finit pas affalé sur un canapé, à juste laisser la vie passer? Comment la conférence gère cette question de la passivité? Eh bien, c'est une excellente question et l'auteur l'anticipe très bien. Il précise que cette absence d'effort n'a absolument rien à voir avec la paresse ou l'indifférence. Ou une sorte de léthargie? C'est ça. Pour bien capter le truc, il faut regarder l'analogie qu'il utilise. Dis-moi. Il compare cette habitude de faire des efforts psychologiques constants à une machine. Faire des efforts pour être moins jaloux, réprimer sa colère, ce genre de choses? Et oui, lutte pour correspondre à un idéal. Il dit que c'est comme une machine qui fonctionnerait avec des frottements permanents. Un moteur sans huile. Exactement. Imagine, un moteur sans huile. Les pièces métalliques grincent, elles se percutent, elles chauffent, Et la machine finit par s'user. elles se détruisent de l'intérieur, rapidement. Et c'est exactement ce que nous faisons avec notre propre vitalité psychologique. Donc ce n'est pas un appel à ne rien faire physiquement. Pas du tout. Ce n'est pas un appel à l'inactivité sociale. C'est un appel à cesser ce frottement psychologique interne qui nous draine. Je vois très bien. L'effort psychologique comme une friction qui brûle notre énergie. C'est le cœur du problème. Mais du coup, d'où vient cette friction exactement? Qu'est-ce qui frotte contre quoi dans notre tête? L'origine de ça, le texte l'identifie très clairement. C'est la dualité. La séparation entre deux choses. Oui, la séparation entre ce qui est et ce qui devrait être. D'accord. D'un côté, t'as la réalité de l'instant. Nos ambitions réelles, nos peurs, notre esprit de compétition, notre anxiété, Ça, c'est le moi brut. notre réalité crue. Et de l'autre côté,
tu as l'idéal qu'on projette. L'image de la personne calme, spirituelle ou super performante qu'on voudrait incarner. Et toute notre existence est fondée sur cette tension. Surtout avec notre culture moderne de la performance. On essaye en permanence de jeter un pont entre notre réalité, souvent imparfaite, et ce concept idéalisé. Alors que ça ne fait que nous épuiser. L'effort constant pour combler ce vide entre les deux, c'est la définition même de la perte d'énergie selon l'orateur. C'est fou quand on y pense. Oui. Ça donne vraiment l'impression que la simple volonté d'être meilleur, d'évoluer, c'est en fait ce qui nous rend misérables. C'est le piège. D'ailleurs, cette perte d'énergie, elle est particulièrement soulignée quand la conférence aborde la question de la liberté. Un passage clé. Le texte note que l'humanité a une soif viscérale de liberté, politique, relationnelle, idéologique. Tout le monde veut être libre. Mais le paradoxe, c'est que cette quête finit souvent par nous pousser à nous isoler. Et la raison invoquée, c'est la peur. La peur de l'incertitude. Voilà, on veut être libre, mais la liberté totale implique une incertitude totale. Et ça nous terrifie. C'est un engrenage redoutable en réalité. Comment ça se met en place ? Dès l'enfance, le cerveau cherche la sécurité dans son environnement. C'est naturel. Mais en grandissant, ce besoin de certitude se cristallise complètement. On s'attache. Oui, on s'attache à un statut social, à des croyances solides, à des relations, un compte en banque bien rempli. Et cette quête acharnée de sécurité, ça engendre mécaniquement la peur de perdre ce qu'on vient d'accumuler. Plus cette peur de perdre s'installe, plus on bâtit des murs épais autour de soi pour se protéger des autres et du monde. Donc l'aspiration initiale à la liberté est étouffée. Complètement étouffé par le besoin rassurant, mais extrêmement isolant, de l'attachement. Il y a un moment dans la conférence où il pointe du doigt une distinction, et je l'avoue, ça m'a un peu perdu au début. Laquelle ? Il sépare très nettement l'intelligence physique de la peur psychologique. Ah oui. Parce que dans mon esprit, si je marche dans la rue et qu'une voiture fonce sur moi, je saute en arrière par peur. Mais le texte affirme le contraire. Que dit l'auteur concrètement là-dessus ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'orateur explique que ta réaction face à cette voiture qui fonce, ce n'est pas du tout de la peur. Ce n'est pas de la peur. Non, c'est de l'intelligence pure. D'accord. C'est la réponse immédiate d'un organisme physique basé sur des millénaires de conditionnement de survie. Sans cet instinct, on m'aurait disparu. Exactement, sans cet instinct millénaire qui ordonne au corps d'esquiver un danger mortel, l'humanité n'existerait plus. C'est une réaction saine, instantanée. Et ça s'arrête là. Voilà, ça ne laisse pas de résidus psychologiques une fois le danger écarté. Ton corps réagit et passe à autre chose. D'accord, l'instinct de survie immédiat, c'est validé, c'est de l'intelligence, mais alors qu'en est-il de nos autres angoisses ? Celles qui nous réveillent à 3 heures du matin ? Et c'est là qu'apparaît le grand paradoxe psychologique soulevé dans cette salle d'Amsterdam. Pourquoi on n'utilise pas cette même intelligence ? C'est ça la question. Pourquoi cette intelligence si vive face à un danger physique est complètement absente face à nos dangers abstraits ? On est terrifié par l'opinion des collègues. Par l'idée de la mort, par l'angoisse de perdre son emploi dans 6 mois. Et le texte est très ferme là-dessus. Il est catégorique. Ce type de peur psychologique est destructeur. C'est elle qui étouffe l'affection, qui engendre la possessivité, la jalousie et au final, la violence. L'auteur évoque d'ailleurs l'insécurité des villes surpeuplées. Et si on transpose ça à notre époque, c'est encore plus flagrant, non ? Oh oui, l'isolement urbain, le bruit numérique constant, la comparaison sociale sur les réseaux. Tout ça crée un climat d'anxiété latente qui finit toujours par dégénérer en agressivité. Et face à tout ce réseau complexe d'angoisse urbaine et psychologique, quelles sont nos réactions par défaut ? On fuit. Le texte liste ça très bien. La fuite, la distraction à outrance. Aujourd'hui, on y inclurait le binge-watching des séries ou le défilement infini sur nos écrans. Ou alors on choisit une voie qui est très valorisée socialement. Le courage. Oui, le fameux courage. Mais sa définition du courage est hyper déstabilisante. Il affirme que le courage n'est rien d'autre qu'une forme de résistance. Une simple armure, en fait. Exactement. Et c'est précisément cette résistance qui crée le vrai problème de fond. En voulant lutter contre la peur, En développant ce courage, on crée instantanément une division à l'intérieur de nous-mêmes. on revient à la dualité. Toujours. D'un côté, tu as le moi, l'entité qui se dit « je suis fort, je dois vaincre cette anxiété, je vais appliquer telle technique », Et de l'autre côté, tu as l'anxiété elle-même. qu'on traite comme une maladie étrangère, comme un envahisseur qu'il faut détruire. On transforme notre esprit en un champ de bataille. Avec 2 armées souveraines prêtes à s'entretuer. C'est le conflit classique entre l'observateur et la chose observée. Et c'est ici que la conférence introduit l'idée la plus vertigineuse du raisonnement. Dino, L'observateur
et la chose observée. Bon, il faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est le cœur absolu du texte, mais c'est hyper abstrait. C'est vrai que ce n'est pas évident. Concrètement, si j'ai peur de rater un projet important et de me faire renvoyer, l'auteur me dit que le moi qui a peur est la peur. Oui, J'ai besoin qu'on explique ça comme si j'avais 5 ans. C'est dur d'avaler l'idée qu'on est son propre problème. c'est tout à fait normal que l'esprit résiste à ça. C'est totalement contre-intuitif pour nous. On a tellement l'habitude de se séparer de nos émotions. Prenons une image. Imagine un chien qui tourne en rond pour attraper sa propre queue. Il est persuadé que c'est un ennemi. Voilà. Il croit que sa queue est un objet extérieur à attaquer. Ou alors, imagine essayer de mordre tes propres dents. C'est impossible et surtout c'est épuisant. L'enseignement majeur ici, c'est de réaliser que quand on est anxieux, il n'y a pas un petit être pur et détaché à l'intérieur de notre tête qui subit passivement l'anxiété. Tout l'esprit est angoissé. L'esprit tout entier est dans un état d'anxiété. Le moi qui juge la peur, qui la déteste, qui veut s'en débarrasser, il est fabriqué de la même matière psychologique que la peur. Donc se mettre en colère contre sa propre colère, c'est juste ajouter de la colère. Rien de plus. C'est alimenter le feu. Si je comprends bien l'analogie du chien, réaliser que l'observateur est la chose observée, c'est comme si le chien réalisait soudain que la queue fait partie de son propre corps. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il s'arrête de tourner. Parfaitement. Le fait de comprendre cela intimement, ça élimine la contradiction instantanément. Parce qu'il n'y a plus deux entités séparées. La guerre interne perd son sens. L'effort pour combattre la peur s'effondre de lui-même parce qu'il n'y a plus d'ennemis à combattre. Mais attention, il y a un piège énorme ici. Et le texte met vraiment en garde à ce sujet. Lequel? Comprendre ça, ce n'est absolument pas de la résignation. Surtout pas. Ce n'est pas accepter l'anxiété avec fatalisme ou se complaire dedans en se disant qu'on est juste de nature anxieuse. C'est un constat purement mécanique. S'il n'y a plus de division, il ne reste que le fait pur. L'état d'anxiété est là. Mais sans personne pour l'alimenter, en luttant contre lui. Ce qui nous amène à une question pratique. Si on arrête de lutter contre l'angoisse, est-ce qu'on ne devrait pas, au moins, essayer d'en trouver la cause profonde? L'analyser. Oui, explorer son enfance, analyser ses traumatismes. D'ailleurs, la conférence lance un petit tacle très poli mais implacable à la psychanalyse. Avec beaucoup d'ironie pour le public de l'époque, oui. L'orateur glisse que l'analyse ne met absolument pas fin à la peur. C'est une critique assez redoutable de l'introspection intellectuelle. Le fond de son argument, c'est que l'entité qui analyse, l'analyseur, il est déjà biaisé à la base. Forcément. Notre cerveau est le produit de notre éducation, de nos expériences. De nos traumatismes. Donc si cet analyseur a la moindre déformation dans son jugement, chaque étape de son auto-analyse va amplifier cette déformation. On tourne encore en rond. Et en plus, chercher la cause nous enferme dans un labyrinthe infini. On trouve une cause qui s'avère être l'effet d'une cause antérieure. Et ainsi de suite. On peut passer des décennies sur le divan d'un thérapeute à remonter cette chaîne sans que l'anxiété fondamentale ne disparaisse. L'analyse paralyse l'action immédiate. Je vois très bien le piège de l'analyse infinie. Mais du coup, si on rejette la recherche des causes profondes, comment cette peur arrive-t-elle à s'installer? Cela soulève une question importante sur la mécanique de notre esprit. Qu'est-ce qui la nourrit au quotidien, cette peur? La conférence désigne deux coupables. Ils travaillent vraiment main dans la main. Le temps et la pensée. C'est la mécanique de précision de notre souffrance. Comment la pensée manipule le temps? Concrètement, ça se passe comment? La pensée a ce pouvoir de transformer un fait, isolé, en une continuité. Prenons un exemple. Tu as passé des vacances extraordinaires hier, ou tu as reçu une promotion. Un truc super positif. La pensée s'empare de ce fait. Elle le stocke dans la mémoire, elle en fait une image mentale, et elle se dit « je veux revivre exactement la même chose demain ». C'est la recherche du plaisir. Inévitablement, la même pensée projette aussi l'inverse. Et si je ne pouvais pas y retourner? Et si je perdais ce statut? Et voilà la genèse de l'angoisse. Exactement. Donc la pensée voyage dans le temps, elle se sert du passé pour exiger un futur, et c'est ce décalage qui crée la peur de perdre. Le texte décrit la pensée comme une monnaie à deux faces. D'un côté le plaisir, La quête effrénée du confort psychologique. et de l'autre, sur le côté pile, la souffrance et la peur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est indissociable. Sans cette projection dans le temps psychologique, c'est-à-dire sans l'obsession de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait arriver demain, la pensée s'arrête. Et sans cette pensée bavarde, la peur psychologique n'a plus de carburant. Elle disparaît.
C'est quand même un sacré constat d'échec pour notre intellect. Et l'orateur souligne avec beaucoup de lucidité à quel point notre société vénère la pensée rusée. On idolâtre les gens agiles intellectuellement. Dans le monde de l'entreprise, les universités, les débats, celui qui manie les concepts avec le plus de ruse gagne. Mais le texte nous ramène à une réalité très terre-à-terre. La pensée n'est jamais neuve. C'est juste de la mémoire. Ce n'est qu'un algorithme basé sur le passé. Elle est vieille par nature. Donc, quand on se dit « je vais utiliser mon intelligence supérieure pour régler mon problème d'anxiété », C'est une boucle absurde. la pensée essaie de réparer les dégâts qu'elle a elle-même causés. C'est la définition même d'un problème insoluble. Alors, face à cette impasse, si la pensée est disqualifiée, quelle est la résolution proposée? La conférence culmine vers le concept de silence. Un silence forcé? Non, attention, il ne parle pas d'un silence obtenu en écoutant une application de son de la nature ou en s'imposant une discipline pour faire le vide. Parce que ça, ce serait encore un effort. Ce serait encore une création de la pensée, encore de la friction. Alors, de quel silence on parle, si ce n'est pas le fruit d'une méthode? Il décrit un silence naturel. Il survient tout simplement quand la pensée réalise sa propre impuissance. Comme un moteur qui s'arrête de tourner de lui-même. Parce qu'il comprend qu'il ne fera qu'aggraver la situation en continuant. Quand l'intellect voit clairement qu'il ne peut pas résoudre la peur, il y a un arrêt spontané. Et dans cette immobilité totale, l'esprit observe l'ensemble du tableau. La contradiction, l'habitude, la lutte, sans juger, sans choisir. Une observation pure, sans le filtre du moi qui juge. Et c'est uniquement dans cet espace de silence que la peur prend fin. Pas parce qu'elle a été analysée ou vaincue par le courage. Juste parce que le moteur a été coupé. Et la conséquence de ça, c'est l'émergence d'une immense énergie disponible. Faute d'expérimenter ce silence, on est voué à répéter la souffrance indéfiniment. Et c'est crucial de relier cette idée à notre contexte pour ceux qui nous écoutent. On vit dans une époque d'optimisation permanente. On nous répète qu'il faut travailler sur soi, combattre ses peurs. C'est épuisant. Ce texte offre un soulagement profond face à cette injonction. Il suggère que cet effort acharné maintient nos angoisses. Le véritable changement, ce n'est pas accumuler plus de théories. C'est observer ce qui est, sans chercher à le réparer. Une véritable bouffée d'oxygène. Au lieu de se battre contre ses propres ombres, on s'arrête. On regarde la machinerie tourner. Et on réalise que la guerre elle-même était l'illusion. Pour clôturer cette plongée vertigineuse, l'auteur nous laisse sur une ultime provocation. Il affirme qu'il faut poser la question juste, car elle contient déjà sa réponse. Mais voici de quoi prolonger la réflexion pour ceux qui écoutent. Si chacune de nos pensées, de nos questions est le résultat de notre mémoire et de notre conditionnement, est-il seulement possible pour un esprit humain de formuler une question véritablement nouvelle ? Ou nos questions ne sont-elles que les échos déguisés des réponses que notre passé veut nous dicter? Une réflexion fascinante à laisser mûrir dans le silence.